100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci pour la fidélité. Projet de loi des finances S6 2018. L'État béninois revoit ses ambitions à la baisse. De plus de 2010 milliards de francs CFA en 2017, le budget de l'État pour l'exercice à venir est passé à un peu plus de 1800 milliards de francs CFA, soit une baisse de près de 150 milliards de francs CFA. Stratégiquement, le principal objectif du gouvernement n'aura pas changé. La vision, à quelques nuances près, serait la suite logique de celle de 2017, relancer de façon durable le développement économique et social du Bénin. Noble ambition en soi, elle donne toutefois de la sueur froide aux acteurs du secteur privé de par les mécanismes envisagés pour son accomplissement, particulièrement indexés les mesures fiscales prévues. Que reproche-t-on exactement aux dites mesures? Quelles conséquences pourraient-elles induire au niveau du tissu économique, voire social? Ce sont entre autres préoccupations que nous aurons à aborder, mesdames, messieurs, au cours de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème au menu, projet de budget de l'État exercice 2018, le secteur privé en passe d'être sacrifié. Dans quelques minutes, l'instant débat avec nos invités que vous aurez à découvrir, mais juste après la revue de presse. L'actualité est-elle vue par les journaux dans leur parution du jour? Nous aurons à la découvrir en compagnie de Johannes Toanon, déjà installé. Johannes Toanon, bonjour. Joël Tondi, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une fois encore l'exercice tant aimé de nos téléspectateurs. Tout à fait. La revue des titres que nous allons ouvrir aujourd'hui par la dépêche qui affiche en manchette: après 5 semaines de brouillage de la fréquence 106 MHz de Soleil FM, la HAC n'a pas vu le pirate. C'est un constat de la dépêche, toujours en manchette de la dépêche. Dernier exploit de l'instance de régulation par courrier en date du 10 novembre 2017, la HAC vient de mettre en demeure Canal 3 Bénin au fin de suspendre l'émission 100% Bénin de Sika TV. Rencontre gouvernement et syndicats de la santé, les deux protagonistes ont enfin fumé le calumet de la paix pour toujours, s'interroge la dépêche. Matin libre, état financier de structures étatiques, ANPE, plus de 700 millions d'impayés, 32 millions détournés, CAM, des comptes débiteurs de plusieurs millions, interdiction de transport de l'essence frelatée à Cotonou, Toboula, rétropédale à nouveau. Budget de l'État, exercice 2018, des mesures fiscales qui asphyxient le secteur privé. Affaire CNSS, c'est avec l'Afrique en marche. Affaire CNSS, que cherche à cacher la rupture pour distraire autant? L'Afrique en marche s'interroge. L'affaire CNSS pour oublier le Ravip, Safran, Morphodis, l'usine de Niki, le piratage de Soleil FM ne font plus la une. Règlement de compte à l'ère de la rupture, la Cour met fin à un acharnement. Le Conseil des ministres, l'arme fatale de la ruse contre une victime innocente. Diffusion des émissions de Sika TV, la HAC prompte interpelle Canal 3, mais s'est assoupi sur le dossier de Soleil FM. La Nation, projet de loi de finances 2018, les grandes lignes du budget de l'État. Bon, ces grandes lignes sont à découvrir dans les colonnes de la Nation. Point média, à présent, rencontre chef de l'État, syndicaliste de la santé. Talon découvre que le peuple a perdu confiance en lui. Et puis, grève dans l'enseignement secondaire, collège et lycée public paralysés dès ce jour. Illégalité de l'ARCEP, le gouvernement veut enrichir davantage les opérateurs GSM. Législation sur les sachets plastiques au Bénin. Enfin, une loi pour corriger les mauvaises habitudes. La nouvelle tribune, mise en demeure de Canal 3, l'émission 100% Bénin de Sika TV interdite de diffusion. Le 2 poids, 2 mesures de la HAC constate la nouvelle tribune en manchette. Et puis professionnalisation
de la filière cunicole au Bénin. 135 techniciens en formation pour mieux accompagner les éleveurs. C'est sur la Nouvelle Tribune que nous mettons un terme à la revue des titres pour le compte de ce mardi. Joël Yetonji. Merci, Johannes Toanou. La presse a l'honneur, j'ai envie plutôt de dire, mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour cette presse. Une fois encore, la situation de Soleil FM revient à la une. La dépêche nous apprend que la HAC n'a pas pu découvrir le pirate ou le déloger. 5 semaines se sont écoulées et bientôt on ira au-delà. Et rien, apparemment, ne semble se pointer à l'horizon pour enfin finir avec. Joël Yetonji, je crois que c'est heureux que nous puissions constater déjà que la HAC est bien présente au Bénin. Nous avons pu voir à travers, je dirais, ce courrier adressé à Canal 3 Bénin que la HAC est au Bénin et que la HAC est très prompte à réagir. Mais nous avions constaté un silence bizarre depuis 5-6 semaines déjà que Soleil FM est piraté régulièrement. Et puis on a l'impression que ces pirates-là, ils sont croyants parce que le dimanche dernier, c'était du gospel sur les antennes de Soleil FM, alors que le passage de Maître Lionel Agbo était attendu par les auditeurs de cette radio. Cela ne s'est pas fait finalement. On espère que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui est quand même censée assurer ou censée sécuriser les fréquences attribuées aux organes de presse, fera quelque chose dans ce sens, puisque si cet acte-là a pu réagir aussi promptement par rapport au dossier qu'on peut qualifié de dossier Canal 3, eh bien, cet acte-là est aussi attendu sur des dossiers d'intérêt, comme le dossier du piratage de la fréquence de Soleil FM. On sait aussi que d'autres radios ont été piratées, dont Cap FM, pour le passage d'un homme politique plutôt proche de l'opposition. On sait quand est-ce que c'est fait, c'est bien planifié, c'est savamment orchestré, et ce serait surprenant de ne pas comprendre que cette instance de régulation qui veut mettre de l'ordre, qui donne de la voix, n'est pas capable de réagir quand on en a besoin. Mais si, Johannes Toanou, ils sont à l'écoute, peut-être qu'ils sont à pied d'œuvre et qu'ils sont aussi limités. En tout cas, le peuple espère que cette situation connaîtra une issue dans les prochains jours. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt sur la même rubrique, n'est-ce pas? Tout à fait, avec le même plaisir. Oui, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. À très vite. 100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue et merci pour la fidélité. Projet de loi des finances exercice 2018, l'État béninois revoit ses ambitions à la baisse de plus de 2010 milliards de francs CFA. En 2017, le budget de l'État pour les 6 à venir est passé à un peu plus de 1800 milliards de francs CFA, soit une baisse de près de 150 milliards de francs CFA. Stratégiquement, le principal objectif du gouvernement n'aura pas changé. La vision, à quelques nuances près, serait la suite logique de celle de 2017, relancer de façon durable le développement économique et social du Bénin. Noble en soi, la dite ambition donne toutefois de la sueur froide aux acteurs du secteur privé, de par le mécanisme ou un certain nombre de ces mécanismes envisagés pour son accomplissement, particulièrement indexés les mesures fiscales prévues. Que reproche-t-on exactement aux dites mesures et quelles conséquences pourraient-elles induire au niveau du tissu économique, voire social? Mesdames, Messieurs, ce seront là, entre autres préoccupations, que nous aurons à aborder au cours de ce numéro-ci de votre émission 100% Bénin. Thème au menu, projet de budget de l'État ici 2018, le secteur privé en passe d'être sacrifié. Les réflexions et analyses qui s'imposent, ce sera tout de suite et maintenant. Serge Prince Aboudjan, déjà sur ce plateau, juriste, fiscaliste, il est le président du groupe de travail fiscalité du secteur privé qui s'est penché sur le dit projet. Il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Serge Prince Aboudjan, bonjour. Bonjour, cher ami, je salue les téléspectateurs, surtout ceux qui arrivent à avoir
notre émission, puisque ce n'est pas facile d'avoir l'émission. C'est vrai. Merci pour la disponibilité, en dépit d'un calendrier très chargé. En face de vous ce matin, nous avons Josaphat Dabolino, journaliste, observateur de la vie socio-économique et politique du pays. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, Le Confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour à vous, Joël. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Ça fait un bout de temps par ici. Oui, vraiment. Mais c'est un plaisir de vous retrouver toujours. Sachez que c'est aussi un plaisir partagé. Oui, il y a longtemps que c'est attendu. Quelle forme prendra-t-il finalement le projet de loi des finances ici 2018, quand on sait qu'elle était très ambitieuse, les paradigme évoqué avec le projet de loi des finances de 2017, c'est enfin connu, un peu plus de 1800 milliards de francs CFA, applaudi par plus d'un et donne aussi déjà de la sueur froide, surtout aux opérateurs économiques. Les prévisions, dit-on, de ce projet de loi constitueraient une véritable menace pour le secteur privé. Les propos relayés là par nombre d'organes. Que peut-on retenir en définitive? Nous allons donner la parole plutôt aux spécialistes pour avoir sa première lecture. Serge Prince Aboudian. On fait vraiment courir un peu trop le peuple à ce qu'il paraît. Ça, c'est les propos d'un observateur. On ne comprend pas un peu un projet de loi qui reste aussi ambitieuse, mais avec des initiatives aussi louables, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. Mais déjà, à peine on a commencé par en parler, qu'on dit que les prévisions n'augurent rien de bon pour le secteur privé. Je vous remercie surtout d'avoir voulu qu'on en parle, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de plateaux sur la question. Et donc, je vous remercie pour cet effort que vous faites pour coller à l'actualité. Nous sommes à la veille de l'étude budgétaire, donc nous sommes déjà en plein dans l'étude budgétaire, et donc normalement nous devons avoir beaucoup de débats pour permettre à ce que nos honorables députés puissent vraiment intégrer, s'ils peuvent encore améliorer le document. Parce que ce que nous ne savons pas souvent, c'est que si de manière classique il a été dit que la loi de finances, qui est une autorisation qu'on accorde au pouvoir exécutif de percevoir l'impôt, d'organiser les dépenses publiques, etc. Si cette loi devrait passer par le Parlement, c'est pour avoir ce que les doctrinaux même disent, l'expression du consentement de l'impôt. C'est-à-dire que les citoyens doivent être capables de dire « j'adhère à l'impôt » à travers leurs représentants élus, qui sont les honorables députés, ce que nous appelons honorables députés ici, donc les députés. Donc on ne peut pas ne pas susciter la réflexion sur une loi de finances pour amener les acteurs à comprendre quelles seront les orientations de l'année prochaine. Ça, c'est quand même à déplorer dans notre pays, parce que si vous regardez toutes les structures qui existent en la matière, vous prenez par exemple le secteur privé, dans son organisation aujourd'hui, nous avons un cadre de concertation qui existe où nous discutons avec les acteurs du secteur public et qui permet aujourd'hui de faire beaucoup d'efforts dans l'amélioration de la loi de finances. Nous sommes au regret d'annoncer que nous n'avons pas discuté cette fois-ci sur le projet de loi de finances. Ça a été atterri à l'Assemblée nationale. On a pensé qu'il s'agissait là d'une rumeur. Non, je le confirme. La loi de finances n'a pas fait l'objet de discussion avec les acteurs économiques, en tout cas pas avec le groupe de travail fiscalité, alors même que c'est un cadre où nous arrivons à apporter notre contribution pour que le document soit un document essentiel. Vous reverrez encore dans le document des acteurs du dialogue social, il est écrit également dans cet accord des parties que les grandes réformes doivent faire l'objet de discussions avec les acteurs économiques. Il a été mentionné dans cette déclaration et c'est un engagement de l'État. Nous nous rendons compte que si ce n'était pas l'Assemblée nationale qui, à chaque année, cette
volonté d'écouter les acteurs, on sera surpris par les dispositions qui sont intégrées dans la loi de finances. Et donc, ça, je voudrais... le passage de l'Assemblée nationale. Oui, c'est l'Assemblée qui, chaque année, et ça, il faut les remercier pour cela, chaque année, à travers la commission budgétaire, aujourd'hui, c'est la commission que dirige l'honorable Akotegnon, qui nous envoie les rapports pour nous amener à opiner sur la question. Sinon, on serait surpris d'avoir des réformes telles que nous les avons là dans la loi de finances. Et nous pensons que ce n'est pas bon. Parce que qui crée la richesse dans tous les pays du monde, ce n'est pas l'État qui crée la richesse. C'est les acteurs économiques qui créent la richesse. C'est le petit entrepreneur, la petite vendeuse qui vend et qui fait tourner l'économie, qui paye les impôts, qui fait la recette de l'État. Et donc, on ne peut pas engager des procédures, des processus à travers la vie de ces entreprises-là sans qu'on les écoute. Vous pouvez les écouter et ne pas prendre en compte ce qu'ils veulent dire, mais au moins, permettez de les écouter. Et c'est ce qui nous amène à aller dans le document que vous avez dit, la loi de finances. Vous l'avez déjà dit. Aujourd'hui, nous sommes dans une loi de finances où, vous l'avez annoncé, il y a une baisse de plus de 147 millions. Le chiffre même, c'est 147 milliards 668 de baisse. Ça va vers moins 7,3% de ce qui avait été énoncé l'année dernière. Alors que l'année dernière, les acteurs avaient déjà dit que les chiffres avancés ne pourront pas être atteints compte tenu de la vie économique que nous menons ici. Aujourd'hui, nous sommes heureux que c'est à la baisse, puisqu'on veut voir la réalité. Mais en cherchant à voir la réalité, il faut bien aller renforcer là où il faut trouver la recette. Mais ce qui est paradoxal, vous l'avez dit déjà, dans la politique économique du gouvernement annoncée pour ce projet de loi, il a été dit, et vous l'avez dit, de relancer de façon durable le développement économique et social du Bénin. Mais ils ont annoncé 3 actions pour le faire. Les 3 actions, c'est la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. La deuxième, l'engagement de la transformation structurelle de l'économie. Et la troisième action importante pour nous, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous, au niveau du groupe, nous avons simplement analysé la loi de finances en tenant compte de ces 3 options-là pour voir si, effectivement, le projet cadre avec ces orientations, ces actions. Je ne peux pas vous dire ce que nous avons déjà compris, mais je ne pense pas qu'à l'état actuel des choses, on pourrait améliorer les conditions de vie des populations à travers cette loi, puisque les acteurs économiques, qui sont les opérateurs économiques, n'auront pas les moyens de pouvoir faire leur travail sans avoir une inspection des impôts à leur trousse, sans avoir une certaine liberté d'action, puisqu'il y a des contraintes qui sortent complètement de l'entendement. Quelles sont ces contraintes quand on sait que le gouvernement a pris sur lui la responsabilité d'étudier un peu l'évolution des activités secteur par secteur et aussi évaluer la capacité d'initiative d'entreprise du secteur privé en général. Nous allons apprécier et revenir pour apprécier les données que vous avez plutôt à votre niveau. Mais avant, oui, hommage au confrère de la matinée qui annonçait dans l'une de ses parutions qu'une fois encore, l'État risque de prendre des décisions pour aider un secteur, mais contre ce secteur, le secteur privé. Et la presse Aboudan vient d'annoncer que oui, le secteur privé n'a vraiment pas été associé à l'élaboration de ce document, ni le TT. L'Assemblée nationale, il serait surpris par le contenu. Non, déjà, il faut quand même saluer l'honnêteté de Prince Aboudan sur ce plateau, parce que déjà, le confrère de la matinée l'avait annoncé il y a à peine une semaine, c'est-à-dire la semaine écoulée pour être plus précis, qu'en fait il n'y a pas eu assez de concertation, il n'y a pas eu assez de discussion en ce qui concerne le projet de loi des finances envoyé à l'Assemblée nationale. Mais d'aucuns, les SBI du régime clamaient à tort et à cric en fait que non, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et c'était un micmac entre la presse et ces gens-là qui défendent mordicus le régime en place. Mais malheureusement, ça vient d'être confirmé et ça me cœur davantage parce qu'on ne peut pas élaborer un budget
un projet de loi des finances, exercice 2018 d'ailleurs, pour une nation, sans consulter les acteurs même, parce que le secteur privé, c'est l'acteur même qui crée la richesse dans le pays, dans tout pays d'ailleurs, et le spécialiste l'a rappelé tout à l'heure. Je crois que ça fait partie des premières anomalies, c'est-à-dire c'est la première anomalie en ce qui concerne l'élaboration du budget. Donc, tout comme le spécialiste, je tiens à féliciter aussi le pouvoir législatif qui, en dépit de ce qu'on dit, en dépit de ce qu'on lui reproche, arrive quand même à se rapprocher ou à envoyer le rapport à cette commission de fiscalité du secteur privé pour analyse et pour opinion. Ça, il faut véritablement saluer. Mais vous savez, vous parlez de la baisse des recettes ou de la baisse de ce budget, mais c'était déjà évident. Il y a quelques 12 mois environ, on dénonçait le fait que le budget 2010 milliards pour le Bénin, dans des conditions que nous connaissons bien, ne pourra pas être réalisé ou ne serait pas réalisable. Mais encore une fois, en son temps, on criait à tue-tête qu'en fait, que non, c'est possible, il faut cela, il faut ci, il faut ça. Mais finalement, on est en train de constater que non seulement le budget n'a pas été consommé, mais on constate également que le budget de 2018 sera réduit considérablement, 1882 milliards et quelques. Donc, c'est dit qu'il y a l'enjeu, il y a déjà un échec. L'échec de l'ambition qu'avait le chef de l'État au début et les enjeux qui se présentent à lui et à tout son gouvernement aujourd'hui. Donc, d'office, il faut quand même signaler, à travers ce échec, qu'en fait, que le gouvernement devrait changer la politique. Non seulement revoir sa politique fiscale ou économique, mais également évaluer l'environnement économique et surtout social du pays, de tenir compte de ça. Et si vous envoyez un budget à l'Assemblée nationale qui devrait étudier, un budget qui devrait servir pour l'exercice 2018 et que vous n'arrivez pas à associer les acteurs, je crois que c'est hyper grave, c'est très grave pour la République. Maintenant, au-delà de tout ce qu'on dit, et on met tout ça de côté, je crois que c'est maintenant qu'il faut quand même et qu'on invite les députés, qui sont d'ailleurs les représentants du peuple, parce que le gouvernement se dit, OK, puisque ce peuple-là a une représentation qui est au niveau du Parlement, au palais des gouverneurs, j'envoie le projet de loi là-bas des finances, et là, ils pourront en juger. Donc, c'est le peuple qui va en juger. Et c'est là le rôle des députés aujourd'hui. Il faudrait que les députés nous prouvent qu'effectivement, ils sont les représentants du peuple. Parce que par le passé, on a vu ce qui s'est passé, surtout avec le vote du budget 2017, qui était de 2010 milliards, où, après le vote, certains députés sont montés au créneau pour dire non, nous n'avions pas assez d'éléments pour apprécier le contenu du budget qui a été envoyé. Vous savez, pour vous rappeler les faits, c'était voté à l'unanimité. Donc, il y a certains députés qui après le vote, disaient non, nous ne maîtrisions pas le contenu en intégralité de ce budget. Donc, ça pose un problème. Aujourd'hui, ils ont la possibilité. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de plateaux pour quand même expliquer. Pour que ces députés maîtrisent, il faut justement qu'ils aient les données. Maintenant, c'est pour ça que je salue pour l'instant les travaux que mène la commission fiscalité du secteur du groupe fiscalité du secteur privé, qui déjà monte au créneau, donne l'alerte, parce que l'alerte a été donnée et je crois que il y a certaines presses qui ont relayé l'information. Donc, ça fait déjà un pas. On ne pourra pas nous dire, après le vote, et bientôt, que non, on ne maîtrisait pas le contenu, on ne savait pas. Parce qu'il y a des gens qui avaient voté, par exemple, et ne savaient pas qu'il y a peut-être des tasses sur des visas de loterie que nous avons ou des billets de loterie que nous achetons. Donc, ils ne savaient pas ça. Donc, il y a des gens qui... Oui, c'est encore des craintes, Josaphat Dabolino. On va écouter le spécialiste. Quelles sont ces craintes? Quand on sait, vous n'avez pas été consulté, mais le gouvernement et ses de notoriété publique a ses bras armés sur le terrain qui ont pour mission d'investiguer et de voir comment ça fonctionne sur le terrain. Et c'est à partir, quand on s'en tient à l'information rendue publique, c'est à partir de ces données que le budget a été élaboré. Donc, d'une manière ou d'une autre, le fonctionnement habituel du secteur privé a été pris en compte. Mais où se trouvent exactement, vos craintes? Les craintes sont de trois ordres. Les craintes sont de trois ordres et je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'on ne peut pas construire quelque chose en faisant des va-et-vient incessants. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans une construction, faire des va-et-vient, c'est-à-dire dire quelque chose, revenir là-dessus, dire quelque chose, revenir là-dessus. Je vous donne un exemple.
la première remarque que nous avons voulu faire sur cette loi de finances, c'est un va-et-vient qui s'observe au niveau de ce que nous appelons la taxe professionnelle synthétique, la TPS. Ça a été inscrit dans la loi de finances 2015 avec une année de différé, c'est-à-dire pour préparer, pour permettre à nos amis de l'administration fiscale de se mettre en route pour que ça soit appliqué. Et donc, nous avons eu une année de différé pour son application. Et c'est en 2016 que cette taxe-là a été adoptée, c'est-à-dire mise en route réellement. Et qu'est-ce qui a été la base de cette taxe? Vous savez que dans la réflexion que toutes les études ont donnée au Bénin, tout le monde le sait, le secteur informel a pris le dessus. Certains donnent des chiffres jusqu'à 90%, certains vont jusqu'à 80%, mais de toutes les façons, il est clair dans notre pays aujourd'hui que le secteur informel a pris le pas. Et donc, il fallait trouver une solution pour le secteur informel, parce que le secteur formel constitué de quelques entreprises que nous avons sur le terrain et qui essayent de vivre, paye l'impôt pour tout le monde. Et donc, il était donc important qu'on élargisse l'assiette. Pour élargir l'assiette, il faut prendre des mesures pour que ceux qui sont dans l'informel puissent revenir dans le formel et leur permettre maintenant d'être connus sur les fichiers de l'administration fiscale et donc d'évoluer. Et donc, ce programme a été piloté, je dirais, de main de maître par la Banque mondiale. Le programme qui permet l'élargissement de l'assiette à la recette fiscale de l'État. Et la conclusion du rapport, c'est de dire les petites entreprises, les micro-entreprises, qui ne comprennent pas comment il faut payer la TVA, comment il faut payer l'impôt sur le salaire, comment il faut payer, les patentes, et des déclarations à faire tous les jours, comme les grandes entreprises, il faut trouver une taxe synthétique professionnelle libératoire. C'est-à-dire une taxe qu'on leur donne, qui leur permet de dire, si j'ai tel chiffre d'affaires, je paye et c'est fini. Ça permet à l'État de les avoir à travers leurs contributions et de suivre leur évolution pour que s'ils changent les chiffres d'affaires, qu'ils s'intègrent les grandes entreprises. Cette réforme avait été applaudie. Parce que lorsque la réforme a été lancée, il a été mis en place ce que l'administration fiscale a proposé, qui est la fiche de paiement de taxes professionnelles. C'est une fiche synthétique, c'est la fiche ici, où on met seulement les informations, votre chiffre d'affaires, et c'est bien, le citoyen est capable lui-même de payer ses impôts. Parce qu'il y a des barèmes qui disent que si vous avez 0 à 1 million de chiffre d'affaires, si vous êtes dans les activités des négoces, vous payez 6 250 points l'année. Si vous êtes dans les autres activités, vous payez 10 000. Les chiffres d'affaires de 1 million à 5 millions, ils ont leurs chiffres. Les chiffres d'affaires jusqu'à 20 millions. Donc, de 0 à 20 millions, vous aurez à payer une taxe que vous connaissez. Et c'est libératoire. Ça prend en compte la patente, ça prend en compte un certain nombre de choses. Vous ne payez pas de TVA. Actuellement, c'est remis en cause? Mais cette réforme qui a été lancée, déjà, dans l'application, nous, au niveau du secteur privé, on encourageait les acteurs à aller, malgré que, bon, nous avons vu que la tranche était quand même un peu difficile, puisque vous avez, pour ceux qui font 15 millions à 20 millions, vous avez des tranches qui vont jusqu'à 350 000 francs de taxes par an, mais nous estimons que c'est déjà quelque chose qui leur permet de quitter l'informel et de venir. Nous étions en train de discuter sur comment améliorer même le barème pour que nous ayons beaucoup plus de personnes. Dans la loi de finances de cette année, les barèmes ont été supprimés, tout simplement. Et les personnes qui sont dans cette catégorie de petites et de moyennes entreprises, ces personnes-là bénéficient désormais de rien, puisqu'on leur a dit qu'il n'y a plus de barème et qu'il y a un taux unique de 2% applicable au montant du chiffre d'affaires. Point.
Donc, si vous avez un chiffre d'affaires, que vous soyez petit, que vous soyez grand, on vous applique 4%. On vous applique 2% systématiquement. La conséquence, c'est que ceux qui sortaient de l'informel parce qu'ils voulaient avoir la paix sur les rançonnements des agents, etc., mais vous les verrez l'année prochaine peut-être repartis dans leur secteur informel, puisqu'on ne les contrôlait même pas. On n'avait pas accès sur eux. Et alors que l'État a besoin des recettes, et cela, nous l'avons dit au cours d'un séminaire qu'ils ont organisé à la Direction générale des impôts, où on était invités, on leur a dit de ne pas prendre des mesures pour empêcher ceux qui sont dans la programmation de la TPS d'évoluer. Aujourd'hui, la TPS est complètement vidée de son intérêt, qui est d'aller chercher les personnes qui sont dans le secteur informel. Autre axe. Deuxième axe, c'est la création des impôts. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la logique de créer des taxes. De créer des taxes. Bon, pour le faire, ça, non? Oui, on pouvait le dire, mais nous avons vu. Nous avons créé la TVM, la loi passée, c'est-à-dire la taxe sur les véhicules à moteur. Vous avez suivi la suite? On n'a même pas eu une année d'application ferme, puisque l'État a été obligé, compte tenu, et ils l'ont indiqué, compte tenu de la situation sociale, de reporter la répression, de reporter la pénalité. Et vous avez constaté qu'on a fait une année où cette taxe-là n'a pas été opérationnelle. Les gens qui l'ont payé, ils l'ont payé de leur propre volonté, puisqu'il n'y a pas eu une répression autour. Il n'y a même pas eu le mécanisme des pénalités. Et ceux qui étaient des citoyens honnêtes, qui, dès que la loi de finances a été votée, se sont dépêchés vers les administrations fiscales pour payer, je me demande leur comportement l'année prochaine. Je me demande si ils ne vont pas rester dans une logique de ne pas aller payer, dans la mesure où l'État même a pris des dispositions pour ne pas faire appliquer cette nouvelle taxe-là. Mais rien n'a été dit cette année sur cette disposition pratique, mais la taxe existe. Maintenant, est-ce qu'on va voir la répression cette année? On ne sait pas. Alors que c'est la première taxe. Et c'est dans cet environnement-là que nous avons d'autres taxes. Il y a la fixation à 45 000 par passager en classe affaires et à 30 000 francs par passager en classe économique, au lieu de 30 000 francs CFA qui avaient été mis dans la loi de finances passée et dont les agents de voyage criaient déjà. La taxe d'embarquement qui est incorporée désormais au billet, c'est à l'article 2. Donc, augmentation. Nous avons ce qu'on appelle dans la loi de finances, le projet, la RAU, c'est-à-dire la redevance d'aménagement urbain. Et cette redevance d'aménagement urbain a un taux, c'est nouveau, hein, c'est à un taux de 0,5%. Ça sur les marchandises importées et faisant l'objet de consommation et sur les marchandises en transit. C'est pas vrai. Mais vous l'avez à l'article 14. Donc, lorsque vous décidez d'importer des marchandises au Bénin, vous payez d'abord, après les droits de douane et tout ça, vous avez une redevance qu'on doit vous prélever qui est de 0,5% sur la marchandise, que ce soit en consommation, que ce soit en transit. La question que nous nous posons, c'est la réaction des pays de l'Interland qui sont déjà de l'autre côté, qui sont courtisés dans la sous-région. Si ils comprennent que le Bénin a créé cette redevance-là et que le Togo ne l'a pas créée, il a bon droit de s'organiser. Je ne sais pas, puisque nous continuons de travailler pour voir si cette redevance-là est prévue dans les autres pays. Mais à l'étape actuelle, nous avons cette redevance. On continue la réflexion. La deuxième, c'est une nouvelle taxe qui est encore créée, toujours sur les marchandises, et qu'on appelle la taxe au profit de la Commission de l'Union africaine, qui est à 0,2%, toujours sur la valeur en douane des marchandises importées par des pays tiers à l'Union africaine. Autrement dit, nous observons déjà une
une hausse plus ou moins des marchandises sur le terrain. Vous êtes béninois, vous commencez déjà à voir les difficultés parce qu'il y a déjà des réformes au port. Il y a déjà des réformes qui, je dirais, amènent l'opérateur économique à avoir plus de ressources pour pouvoir sortir ces marchandises. Si nous continuons dans la mise en place de ces taxes, nous nous inquiétons pour savoir si les marchandises ne vont pas augmenter. Et si ça s'augmente, c'est la vie économique qui recevra un coût. Donc déjà, il y a un problème par rapport à ces taxes-là qui sont créées. Le débat reste, puisque l'État pourrait encore avoir la main pour agir, puisque c'est elle qui cherche les recettes. Mais le drame dans ce que nous avons vu, c'est que depuis des années, nous avons travaillé pour qu'on évite aux opérateurs économiques qui sont des créateurs de richesses, des contraintes qui ne leur permettent pas d'être à l'aise dans leurs fonctions. Donc, nous avons fait du travail par rapport au contentieux fiscal. Vous le savez aujourd'hui, la pression sur les opérateurs économiques n'est plus facile, puisque nous avons des structures qui permettent de gérer le contentieux fiscal. Vous avez la commission des impôts, vous avez la possibilité de saisir les juridictions en première instance, en appel à la Cour suprême. Donc vous avez un certain nombre de moyens qui renforcent le contribuable. D'ici, ce que je dis est juste, eh bien, je vais aller jusqu'au bout. Et la caution, qui est une caution difficile à obtenir, parce que avant l'arrivée du président Talon, la caution qu'on avait, c'était à 100%. Après, 100%, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire un contentieux avec l'État sur un redressement que vous estimez que ce n'est pas juste, il faut envoyer le montant au Trésor public à 100%. Nous avons dit, mais personne n'ira en contentieux. Si on vous redresse de 5 millions, vous êtes obligé de donner les 100 millions là à l'État en attendant de faire le contentieux. On a évolué et aujourd'hui, nous sommes à 0,25% de la caution. Et là encore, la caution peut être par banque. On n'est pas tenu d'aller déposer. Donc, il y a une certaine organisation aujourd'hui, un accompagnement de l'État pour permettre à l'opérateur économique de pouvoir s'en sortir. Mais aujourd'hui, nous avons eu des propositions dans la loi de finances qui sortent, à notre avis, des entendements. C'est-à-dire que le droit du contribuable est complètement en difficulté. On va apprécier le droit du contribuable. Oui, Josaphat Dabolino a assez de données qui, vraisemblablement, justifient un peu la position et la crainte des opérateurs économiques. Non, mais quand c'est un spécialiste en la matière, quand c'est un acteur de ce domaine, de ce secteur privé, qui l'évoque ainsi, alors ça cause problème. Moi, j'ai eu dit par un spécialiste, un financier, qui dit qu'il ne faut pas créer de nouvelles tasses dans un pays où l'informel domine beaucoup plus. Donc, il faudrait, comme le disait tout à l'heure Prince Agboyan, amener les gens qui sont déjà dans l'informel progressivement dans le formel. Là, ça crée de richesse à l'État, puisque ce n'est plus un secret, le Bénin vit aujourd'hui rien que sur la fiscalité. Donc, si déjà on arrive à amener progressivement ceux gens-là qui sont dans l'informel, peu importe le taux avancé, 80 ou 90, si on arrive à amener les gens, je crois que ça pourrait améliorer. Mais de même, en même temps, si on a l'ambition d'amener progressivement les gens dans le secteur formel, dans le milieu formel, et qu'on crée des tasses pour faire un blocus en quelque sorte à ce passage ou à cette transition de l'informel au formel. L'intention, c'était pas pour ça. Oui, l'intention, ce n'est peut-être pas pour ça, mais on constate à travers ce projet de loi des finances déposé qu'en fait que c'est ça. Parce que celui qui est déjà dans l'informel, qui à un moment donné se dit il faudrait que je contribue également à la recette de mon pays en s'adonnant ou en se conformant à cette loi pour souscrire pour la taxe TPS, taxe professionnelle synthétique, il va se dire, si on arrive, si je vais là-bas, donc c'est tout cela qui m'attend, donc je n'arrive pas à faire ceci. Or, au même moment, vous savez qu'il y a la recette au niveau de cette entreprise qui diminue drastiquement. Donc, il va se dire, ce qui vient là, ça n'augure pas grand-chose. Je vais dans le formel, j'ai telle tasse à faire, j'ai telle tasse à payer, j'ai telle chose, telle chose. Donc, quand il va énumérer, il va dire, bon, OK,
vaut mieux rester dans mon informel, personne ne viendra me déranger, et là, je continue mon job, ça pourra me permettre de nourrir ma famille, de faire ceci, de faire cela. Et c'est ça ce qui va encore faire fuir d'autres contribuables qui vont dire, non, moi, je ne pourrais pas être dans le formel. Je crois que c'est bon qu'on instaure des lois, qu'on arrive à améliorer l'assiette fiscale du pays, mais en tenant compte des réalités. Parce que si vous élaborez le budget, si vous élaborez un projet de loi d'urgence, vous devriez normalement tenir compte des paramètres sociaux. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure qu'il y a de ces démembrements, qu'il y a de ces agents commis pour aller sur le terrain, prendre des nouvelles afin d'élaborer un tel budget. Mais j'ai l'impression que ce n'a pas été fait. Sinon, j'ai également l'impression que même si ces gens-là étaient sur le terrain véritablement pour prendre langue avec les acteurs eux-mêmes, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte des réalités qu'ils ont sur le terrain et ils sont partis élaborer maintenant le budget qu'ils ont soumis au chef de l'État qui, par surcroît, pourra dire, OK, si c'est vous qui le dites, j'ai confiance, alors envoyez ça aux représentants du peuple qui vont en juger. Et c'est là, j'interpelle encore une fois la conscience de ces députés. Si le budget tel voté, tel envoyé doit être voté ainsi, mais vous savez que là, on court un grand danger. Et moi, je ne veux pas les voir encore revenir pour dire non, on n'avait pas conscience de ceci, on ne maîtrisait pas cela. Il faudrait qu'on étudie maintenant de fond en comble chaque article de cette loi des finances déposée pour qu'à la fin, on ne nous dise non, on n'avait pas été associé ou on ne maîtrisait pas trop. Parce qu'on sait comment ça se passe. Les jeux de coulisses, les tractations au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'au final, on adopte le budget à l'unanimité. C'est vrai, le gouvernement est dans la dynamique de renflouer les caisses de l'État. On est tous d'accord et que moi, je suis de ceux-là qui pensent que le Bénin ne peut pas se développer avec des ressources extérieures. Il faudrait qu'on commence par mobiliser les ressources à l'intérieur. Mais mobiliser les ressources à l'intérieur, il faudrait de la méthodologie, de la stratégie, la bonne stratégie. Sinon, on risque de tout gâter en voulant construire. Tout gâter en voulant construire. En tout cas, ce ne sont pas là les intentions du gouvernement qui voudrait plutôt renflouer les caisses de l'État afin d'atteindre les grands objectifs contenus dans le PAG. Serge Prince Abodjan, la finalité, vous la connaissez aussi. Mais quand on tient compte un peu de ce qui apparaît aujourd'hui comme des couacs, est-ce que fondamentalement, il pourrait arriver à plomber les grandes ambitions et vous empêcher, vous autres créateurs de richesse, de permettre aux plus jeunes, parce que c'est l'autre pan de la question de l'emploi, c'est une question récurrente qui revient. Et vous connaissez un peu l'histoire récente de cette jeunesse. Est-ce qu'on en est là ou qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'on en arrive à ce point? Vous savez, lorsqu'on aborde la question de l'emploi, j'aime toujours dire qu'on ne le décrète pas du tout, hein. On ne décrète pas la création de l'emploi. Non, on ne décrète pas. Si la vie économique du pays est dynamique, les entreprises se créent et les gens sont embauchés. Et c'est ce qui est visé à travers la loi de finances de 2018. Je ne suis pas très sûr. Parce que, vous savez, il y a une retenue qu'on payait et que les propriétaires ne l'acceptaient même pas. C'est-à-dire que lorsque vous louez une maison, pour être clair là, vous louez une maison à une personne morale, c'est-à-dire à une société par exemple, il est demandé aux sociétés de prélever 10% du loyer d'office. 10% qu'on verse à l'État en acompte et que le propriétaire puisse, après, lorsque vous lui donnez sa quittance, d'aller vers les impôts pour voir le paiement qu'il doit faire. Donc, c'est déjà quelque chose de difficile dans l'entreprise. Vous avez comment on appelle, un retraité qui a pu construire sa maison et qui l'a loué à une société et qui ne vit que de ça, le loyer étant ce qu'il est là, puisque tout le monde ne loue pas à ces chiffres-là. Vous venez, il vient chez vous, vous lui imposez les 10%, il commence à crier. Et dans les entreprises, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes obligés de prendre ces taxes-là, puisque lui dit, moi, je n'ai pas négocié avec vous sur ce montant, sur ce prélèvement. Donc, dans les entreprises, ce qui se fait déjà, c'est que nous sommes obligés, dans les entreprises, de payer à la place des bailleurs ces taxes-là. Aujourd'hui, à l'article 183 de la loi, cette taxe passe de 10, le prélèvement là passe de 10 à 20%.
de 10 à 20%. Ce qui veut dire que ceux qui ont loué aux sociétés aujourd'hui, et lorsque la loi serait votée, il faut qu'ils intègrent que désormais, si la loi est votée en l'état, qu'on va leur faire un prélèvement de 20% sur le loyer. Et lorsque c'est comme ça et que les acteurs ne sont pas préparés, les acteurs ne comprennent pas, vous aurez des problèmes au début de janvier dans les entreprises. Parce que lorsque vous allez leur amputer les 20%, eux, ils ont déjà programmé leur loyer. Ils ont déjà intégré. C'est ça qui donne à manger à la maison, c'est ça qui fait manger papa, c'est ça. Mais on lui dit que le 20%, il y a des cas où les gens sont malades, des gens pleurent. Voilà des situations sociales qui nous obligent à dire que c'est vrai, l'État doit pouvoir chercher les ressources. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais pour que ça se passe, il faut que la vie économique soit dynamique et que l'opérateur économique se sente à l'aise pour travailler. La petite vendeuse, est-ce qu'elle est à l'aise aujourd'hui? Elle est concernée aussi? Bien sûr, puisqu'elle est au marché. Elle est au marché et c'est bien des grandes entreprises qui produisent ou qui achètent, qui vendent à ces petites entreprises-là, à ces petites personnes-là. Mais dès lors qu'eux aussi, ils ne peuvent pas aller acheter, ou bien ils achètent cher, ils descendent sur le marché avec leur marge. Et tout le monde en souffre. Nous ne sommes pas dans une logique de dire à l'État ne percevez pas les taxes. Nous ne sommes pas dans cette logique, mais nous sommes dans une logique où il y a un accompagnement des opérateurs économiques pour que les réformes qui sont lancées, la réforme sur la TPS pour nous, c'est une réforme salutaire. Lorsque l'assiette sera élargie et nous serons plus nombreux à payer, l'État aura les recettes. L'État ne va pas tout le temps se fixer sur ces entreprises qu'elle appelle grandes et qui sont asphyxiées presque. Asphyxiées pourquoi? Parce que avec les réformes prévues là maintenant, où l'inspecteur des impôts a la possibilité désormais d'étendre le délai de prescription à 6 ans lorsqu'un contribuable est soupçonné de mener des agissements frauduleux. Juste soupçonné. Et c'est l'inspecteur qui a le pouvoir discrétionnaire de fixer dans l'entreprise que ça, c'est un soupçon d'agissement frauduleux. Et du coup, la prescription peut passer à 6 ans. Vous imaginez que l'inspecteur qui est dans l'entreprise ait cette possibilité-là de supposer, tu peux faire n'importe quoi, il va dire ça, c'est un soupçon. Puisque lui, son problème, c'est d'élargir la prescription à 6 ans. Vous avez des notions où on dit la possibilité offerte au fisc de réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition. Au-delà, ça veut dire que le fisc fait des erreurs pour imposer. Vous avez payé. Vous avez même été redressé là-dessus. Après, des mois après ou des années après, le fisc, sur la base d'une demande à l'autorité d'un autre pays où vous exercez aussi, constate que le contribuable, on n'a pas pris en compte tout ce qu'on devait prendre. Donc, la loi de finances, aujourd'hui, à l'article 1085, dit que l'inspecteur peut redresser encore après avoir terminé et que le contribuable a déjà dit que cet impôt-là, c'est déjà réglé. Il peut, sur la base d'un renseignement d'un autre pays, revenir vous redresser. La faute vient à qui? La faute vient à l'inspecteur. C'est pas au contribuable de lui dire de faire son travail. D'Abolino, les Béninois vont devoir serrer encore plus la ceinture. Non, avant même ça. Je voudrais même ajouter une autre. Oui. La possibilité offerte à l'inspecteur, en cours de vérification, d'étendre la procédure de vérification à une période ou à un impôt ou taxe non précisé sur la vie. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que dans les règles générales, le contribuable est censé savoir sur quoi tu veux travailler dans mon entreprise. Tu es à TVA, tu dis je vais aller contrôler la TVA. Ça lui permet, lui, de mettre toutes les dispositions, son conseil fiscal, les documents afférents,
tu mets tout à la disposition pour que l'inspecteur soit à l'aise pour faire son travail. Dans le projet, à l'article 1085, terre 3, il est dit désormais que si ça s'était voté, que l'inspecteur débarque. Lorsqu'il vient pour la TVA, il peut dire, ah non, la TVA là, c'est déjà trop bien. J'ai vu que vous êtes en règle, mais maintenant, l'IS, l'impôt sur les entreprises, sur les sociétés, oui, vous devez encore commencer ce contrôle-là. Mais moi, j'ai dit, lorsqu'on échangeait au niveau du groupe, j'ai dit aux collègues, à la lutte vont les choses, toutes les sociétés vont faire leur bureau. Ils vont faire un bureau spécial où ils vont mettre l'administration fiscale pour que les gens, lorsqu'ils viennent, qu'ils soient là, parce qu'on les aura en permanence dans les entreprises. Puisque celui qui vient pour la TVA peut élargir pour aller à l'IS, peut élargir parce que lui, il est en vérification. Lorsqu'on est en vérification, on vient faire ce qu'on a à faire. Et si on n'est pas satisfait, on repart et on annonce encore un autre avis pour revenir. Ça permet d'être... Ce qui va se passer, c'est les négociations nocives. Hein. Les gens, les chefs d'entreprise vont commencer à faire des négociations sur place et on ne va que renforcer certains inspecteurs que de renforcer la caisse de l'État. Alors, Josaphat Daboulino, alors il se trouve là des décisions qui pourraient compliquer davantage l'existence aux chefs d'entreprise et par conséquent imputer dangereusement ce qu'on voudrait bien obtenir dans la caisse de l'État. L'ESPE l'a dit. Non, mais je disais tout à l'heure qu'en fait, on veut tout gâcher en voulant construire. Et vers la fin, il a lu pratiquement dans mes pensées, c'est que si on doit avoir de ces missions, si on doit avoir de cette commission ou de cet inspecteur qui devrait débarquer pour dire, au lieu de telle vérification, je passe à telle autre, mais vous convenez d'office avec moi que la corruption va s'installer. La corruption? Oui, bah, ça c'est clair. L'entreprise qui déjà n'avait pas prévu, peut-être ses experts sur là qui devraient fournir des documents à cet inspecteur déjà sur place, il dit bon, ok, et vous savez, il y a tel souci, et on commence par négocier. Et dans les négociations, on peut décider soit de corrompre l'inspecteur qui est déjà sur le terrain, ou essayer de l'amadouer pour dire ok, il faut maquiller ce que nous avons. En fait, ça agit sur la conscience de tout un chacun de nous. On va interpeller la conscience de tout un chacun de nous. Mais nous sommes au Bénin, nous savons comment ça se passe. C'est une possibilité, c'est une hypothèse que je suis en train d'évoquer. Mais de toutes les façons, c'est qu'on a voulu aménager un peu l'assiette fiscale du Bénin. On a voulu aménager les conditions fiscales également au niveau de l'État central. Mais on oublie qu'en fait que nous sommes dans un environnement où les entreprises n'avaient pas trop la possibilité d'élargir. On m'informe ici qu'il va falloir qu'on revienne sur ce thème. C'est très intéressant, beaucoup de développement à faire, mais le temps nous fait déjà défaut. Sur ce projet de budget 6-2018, quelle reste, votre plus grande aspiration? C'est d'exhorter les députés, en fait, à véritablement étudier le projet. C'est vrai que l'État doit créer un bon environnement, un bel environnement d'ailleurs pour les entreprises, c'est d'inviter véritablement les députés à véritablement étudier le document pour qu'à la fin on nous dise on ne maîtrisait pas le contenu. Merci Josaphat Daboulino. Je pense à vous, oui. Non, je voudrais dire que nos honorables députés doivent faire un effort, doivent se donner beaucoup plus parce qu'ils se disent limités par l'article 103 de la Constitution qui ne leur permet pas de faire des amendements de fond sur la loi de finances. Mais ici, je voudrais leur rappeler que la loi ne leur interdit pas de faire des amendements de forme. Parce que sur la question de forme, dans la loi de finances, il y a eu beaucoup de choses à revoir. Il faut aussi reconnaître que dans la loi de finances, il y a eu quand même quelques efforts de fait. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu de bon dans la loi. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a un effort qu'il faut soulever, il faut saluer, qui est la prise en compte maintenant de l'encaissement en matière de TVA. Merci Serge Prince Sargounian. Le temps est complètement parti, mesdames, messieurs. Toutes nos excuses. Le temps, encore le temps, mais il va falloir faire avec. 100% Bénin, c'est ainsi terminé pour le numéro du jour. Pierre Ravedi, avant de mettre définitivement un thème à l'émission, vivre, c'est lutter contre ce qui empêche de vivre. Bonne méditation chez vous. À demain.